Bon, bien, bonjour à vous tous. Alors d'abord, pour mettre les choses au clair, nous ne sommes pas un vieux couple. Et pourtant, nous avons débuté ensemble. Mais je suis un peu comme Monsieur Moulin. Quand on me parle de PC, j'ai besoin d'une infirmière. Je ne sais pas appuyer sur le bouton. Et pourtant, pour un vieux 68ard que j'ai été qui voulait tuer les mandarins, les cours magistraux et tout, je ne sais plus faire que ça depuis 68. Surtout être élu, ce que je suis à peu près depuis cette époque-là, et faire des cours magistraux sans arrêt. Comme quoi, il faut savoir aussi s'adapter aux choses de la vie. Donc, merci. Vous excuserez par avance, alors, Monsieur Toury, ceci étant dit, que vous excuserez le gardien du temps que je suis, si j'étais appelé à vous rappeler... Non, mais me faites pas celui qui... Ça, je vous ai dit tout à l'heure, vous me retenez parce que je suis intenable quand c'est comme ça. Donc, c'est bien entendu. Bien. Alors, on a à vous exposer ce matin un petit problème que nous rencontrons dans notre commission locale de l'eau, dans ce sage de la Cellune, qui a été, on doit le dire, le premier sage, Nicolas Fauré, qui était un vrai partenaire du début de nos travaux dans les années 99, quand il était à la DIREN de Normandie. C'est vrai que c'était un vrai chemin de croix. En deux mots quand même, c'est un sage qui n'était pas simple, un bassin versant sur la Cellune qui avait 3 départements, 3 régions, 2 agences de bassin. À l'époque, on avait été voir la ministre, Madame Voynet, pour certaines raisons, et qui m'avait dit que, écoutez, si vous réussissez ça, normalement, on doit pouvoir faire tout en France, il y a tout ce qu'il faut comme emmerdement. Si vous y arrivez, c'est bon. Et en fin de compte, on est plutôt arrivé, puisqu'on l'a signé en 2007, notre sage. Voilà. Alors, où se situe-t-il vraiment? Eh bien, on vous a fait un petit schéma, je vois ça devant moi. Je n'ai pas l'habitude, il ne faut pas m'en vouloir. Bon, donc, c'est un des bassins versants de la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, la baie du Mont-Saint-Michel, c'est un espace que j'ai beaucoup à cœur, c'est mon pays en plus. Ma famille est arrivée en 1437. Je ne date pas de cette époque, mais pas loin. Dans le pays, et on a toujours été élevés, la famille, mes ancêtres et les autres, dans cette belle baie et dans ce beau bocage normand. Et donc, cette Cellune sur laquelle je suis né aboutit à la baie du Mont-Saint-Michel, comme aboutissent une autre belle rivière, à Saumont, d'ailleurs, un migrateur sans barrage qui s'appelle la C, les côtiers Grandvillais, vous voyez, sur le secteur de Granville, mais aussi le fameux Couesnon, qui intelligemment a mis le mot en Normandie, et les marais de Dole, qui vont plus sur Cancale-Saint-Malo. Voilà, il y a 5 grands bassins continentaux qui vont dans cette baie du Mont-Saint-Michel. Et je le dis tout le temps. Bon, alors, à l'habitude, ils me prennent pour des gâteux, parce que je le dis à chaque fois, mais c'est quand même très important pour la compréhension des choses. Il faut savoir que cette grande baie du Mont-Saint-Michel, qui va de Cancale à Granville, sa masse d'eau globale n'est renouvelée qu'au 5e par an, malgré les marnages de près de 17 mètres. C'est la courantologie qui fait que les masses d'eau marines restent bloquées pour 4/5e tous les ans. Ça veut dire que l'eau continentale qui arrive dans cette baie est d'une importance majeure quant à sa qualité, quand on sait ce qui s'y fait en termes de tourisme, de navigation, mais aussi d'aquaculture, la conchiliculture, l'ostréiculture, la méthyliculture. C'est les endroits les plus riches en Europe aujourd'hui, et peut-être au monde, en termes de qualité toujours, et en termes de renom. Donc c'est vous dire qu'on a un rôle très important, on en parlera tout à l'heure avec cette fameuse Cellune et ces fameux barrages. Donc 2 barrages sur notre rivière. C'est pas courant dans notre secteur, je vous le dis. Puis des barrages quand même qui ne sont pas neutres. Le barrage de la Roche-qui-Boit que vous voyez en premier. Bon, c'est le petit. C'était un peu de la dimension de celui que vous avez dû voir hier. Moi, je suis rentré que hier soir des congrès des maires, mais de mon ami de Kernan-Skilek qui vous a fait, paraît-il, un exposé archi brillant hier. Mais ça ne m'étonne pas de lui. C'est un mec remarquable. Et bon, c'est un peu de la dimension. C'est un barrage qui a été fait en 1919. Globalement, 1 500 000 m3. Pas une grosse fourniture d'électricité, mais on ne peut pas en dire de mal. C'est ma famille qui l'avait construite à cette époque, donc je ne peux en dire que du bien. À l'époque.
Mais c'était nécessaire, c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis, quelques années après, en 1932, s'est construit le fameux barrage de Vezins, qui, lui, est beaucoup plus conséquent, puisque c'est un barrage de près de 300 mètres de large, de 36 mètres de haut, avec 3 turbines, avec une production de 20 millions de kilowatts-heure par an. Bon, on vous a donné les 200 hectares, 17 km de long. Là aussi, vous verrez que c'est pas neutre. Je parle de mon ami Jean-Paul Doron, là, le roi de la pêche. Et vous savez que vous avez beaucoup de beau monde aujourd'hui. Hein. Doron, il n'est pas beau, mais c'est quand même un personnage important. Important, quand même. Enfin, il cache beaucoup sa beauté sous les poils. C'est un siempileux important. Mais vous avez aussi mon ami Marzelier qui représente le saumon atlantique parmi vous. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Pour qu'ils se déplacent, ce sont des gens qui doivent prendre très au sérieux vos travaux. Donc, ces deux ouvrages sont complémentaires. Et là aussi, c'était important pour nous par la suite dans les études que nous avons faites pour savoir si, vous verrez, on pouvait en enlever un, en enlever deux, en garder deux, enfin, puisque la commission locale de l'eau a travaillé vraiment sérieusement sur cette demande qui était faite par l'État. Je rappellerai pour anecdote que quand même ces barrages, et le barrage Arosquiva particulièrement, a été construit par un ingénieur très connu dans le monde des mathématiques et de la mathématique des fluides, de l'ingénieur Cacot, qui a été l'homme du siècle dernier. C'est le chouchou des polytechniciens, des hydrauliciens, des aéronauticiens, un garçon remarquable. Et là encore, il va y avoir des effets secondaires, puisque une association d'ingénieurs et autres mathématiciens se sont mis en place pour faire une association de défense des ouvrages de Cacot. Voilà. Bon, comme il disait mon copain tout à l'heure aussi. Bon, bah, ça c'est dit. Oui, bon. Voilà. Alors, et je crois que les oiseaux migrateurs, les poissons migrateurs, pardon. Oui. Non, mais ça suscite déjà quelques inquiétudes. Hein. Certains vont déjà les vérifier, je pense, tout de suite en rentrant. Si vous voulez, tout à l'heure, en prenant l'apéro, s'il y en a un. Je parlais du blanc, hein, parce que le truc sucré d'hier soir sans alcool, c'est moyen quand même. Mais du blanc, quoi. Hein. Je vous parlerai de Cacot, qui est un type remarquable. Ne blague mise dans le coin, c'est vraiment un type très bien. Donc, oui, notre rivière, la Célune, je parle sous couvert de Jean-Paul, est une rivière qui a été classée depuis 1924 comme rivière à migrateur, revue et corrigée en 1986. Où on devait d'ailleurs sur les 5 espèces remettre aux normes dans les 5 années. Enfin, tout ça, rien n'a été fait. Rien du tout. Mais rien n'a été fait non pas par critique vis-à-vis des exploitants des barrages, pour ne pas les nommer EDF, qui franchement, je le dis aussi, parce qu'ils ne sont pas toujours à mettre en valeur, mais je dis franchement qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, qu'ils avaient beaucoup de bonne volonté, et qu'il y avait des choses qui étaient dans l'instant pas possibles à réaliser, à savoir la montaison des migrateurs, particulièrement, comme vous le disiez tout à l'heure, des espèces emblématiques que sont les saumons. Et quand on parle de montaison, où ils avaient trouvé des ascenseurs électriques merveilleux, avec probablement un chèque pour donner l'heure des montées, etc. Enfin, je ne sais pas, mais enfin bon. Mais il y avait une chose qui était rédhibitoire, c'était la descente. La dévalaison n'existait plus parce que c'est un barrage qui fait 17 km de long, donc une eau extrêmement stagnante, et qui en effet a pour effet que les poissons ne retrouvent plus le sens de la dévalaison et qu'on les voyait plus jamais, et qu'ils étaient boulettés par leurs copains, les carnassiers. Voilà. Alors, pourquoi la commission locale de l'eau s'est-elle posé la question des barrages? Alors, pour une raison d'abord essentielle, c'est que d'abord, vous savez qu'une commission locale de l'eau sur un SAGE défini sur son périmètre a entre les mains aussi la réflexion globale de ce bassin, et que, entre autres, dedans, il y avait cette fameuse concession à EDF qui était accordée jusqu'en 2007, et que l'État a demandé à le SAGE, enfin la commission locale de l'eau, de faire l'analyse, l'étude et d'émettre un avis sur la pertinence à renouveler ou non la concession. Alors je le rappelle aussi, hein, contrairement à ce que certains racontent,
un SAGE, une commission locale de l'eau, et le SAGE derrière qui met en place ce que la commission locale de l'eau a défini, la commission locale de l'eau émet un avis sur ces affaires-là. C'est le ministère de tutelle qui prend la décision de renouveler la concession ou pas, de maintenir le barrage ou pas, et non pas la commission locale de l'eau. Je dis ça, c'est parce que moi, il y a un an à peu près à cette époque-là, j'avais 125 personnes au-dessus de la tête qui me tenaient les bras, 125 en dessous qui me tenaient les pieds, et ils faisaient des mouvements comme ça, et j'ai cru sentir qu'au milieu, il y avait 36 mètres de fond du barrage, parce qu'ils avaient décidé que c'était moi qui avais décidé ça, ils voulaient me foutre dans le jus. J'ai un souvenir un peu délicat de cette affaire. Pourtant, c'était un barrage où je passais beaucoup de mes vacances d'enfance et j'en ai gardé un très mauvais souvenir de ce moment-là. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, donc, nous avions cette obligation de donner à monsieur le préfet notre avis sur le renouvellement de concession. Nous avions également, bien sûr, à bien recaler l'idée, le fait que la Sélune était bien une rivière de migrateurs. Alors, je le dis parce qu'on vient d'avoir des nouvelles toutes récentes. Cher Jean-Paul, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a été pêché dans les derniers mois, je crois que c'est 300 saumons à la ligne. Plus de 300 saumons à la ligne. Je parle des saumons déclarés. Plus de 300 à la ligne. Dans la rivière, je ne parle pas de ce qui est pêché dans la baie, mais dans la rivière, ce qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des remontées de saumons sur ces deux rivières, et spécialement la Sélune. Il y a donc beaucoup de remontées. Donc c'était pour ça que le SAGE, entre autres aussi, c'était pour cette classification. Et puis aussi parce que le SDAGE de l'agence Seine-Normandie nous demandait instamment de restaurer les axes migrateurs. Ça faisait partie des impératifs du SDAGE. Donc ça a été en effet pour nous un élément majeur au cœur de notre travail sur le SAGE. Ce devenir des barrages, en effet, ça relève de plusieurs questions. Une question environnementale, on en a parlé. On a donc l'impossibilité technique de refaire monter les migrateurs. Et donc, derrière tout ça, eh bien, on a ces problèmes d'eutrophisation dont vous parliez précédemment, chers collègues, et le développement des cyanobactéries qui vont jusqu'à avoir des arrêtés préfectoraux qui empêchent l'utilisation du lac aux bases de loisirs qui se sont construites depuis lors sur les barrages. Et puis, il y avait des inquiétudes pour votre serviteur, qui est également président d'un gros syndicat d'eau potable, qui fournit même le Mont-Saint-Michel, où on est un peu ennuyé parce qu'avec cette prolifération de cyanobactéries et la mort de ces cyanobactéries nous produisent des toxines dont on n'est pas totalement persuadé que l'ultrafiltration sur membrane qu'on a mis en place il y a 12 ans ultrafiltre réellement ces toxines. Donc, vous savez, on a connu une époque responsable mais pas coupable. C'est une chose qu'on ne tient pas à revoir. Aussi, bien, c'est une des raisons qui nous ont fait travailler ce problème majeur, eu égard à l'AEP. Alors, comment avons-nous abordé ce problème ? Bien comme je le disais, prioritairement par une approche environnementale, mais on a eu en fin de compte un peu de mal parce qu'on n'arrivait pas à caler tout le monde. Vous savez, ce SAGE a quand même a pas mal marché, pour dire même très bien marché, parce que on a souhaité depuis le début à ce que ce SAGE soit organisé, fait, construit, validé par les habitants de la vallée. On a voulu sincèrement, et je le dis ici encore, j'ai d'autres collègues qui ont des sages ici, mais je crois qu'ils ne seront pas contre ce que je raconte. S'il y a des nouveaux qui ont encore envie de se lancer dans l'affaire, faites que justement, lorsque vous lancez un projet de la sorte, vous envisagiez d'entrée de jeu à ce que ce projet soit approprié par le citoyen vivant votre vallée. C'est bien, Nicolas, d'avoir des gens, des tutelles intelligentes, très intelligentes même, bien plus que nous. Mais c'est vrai,
enfin non, c'est pour toujours vrai, mais quand même, et qui nous incitent, qui nous poussent, qui nous mettent des réglementations et tout ça, qui nous contraignent à le faire. C'est vrai, il nous faut ça quand même pour nous inciter. Mais une fois qu'on l'a bien compris, il faut qu'on vous oublie un peu et qu'on demande aux gens de s'approprier le projet avec, bien sûr, les directives, les données que vous nous apportez. Et on ne peut pas faire de l'anti-loi, de l'anti-décret, de l'anti-arrêté préfectoral. On ne le fera pas. Mais c'est plus facile de les faire accepter par les gens d'eux-mêmes, dans la mesure où ce sont eux-mêmes qui ont décidé de faire dans ce sens-là. Voilà. Bon, alors, c'est donc un peu dans cet esprit qu'on a fait, mais à force de concertation, de réunion, de tout, il y en a. Hein. Alors, chacun défend son bout de gras. Et alors là, entre les associations environnementalistes, les chambres d'industrie, de commerce, d'artisanat, les agriculteurs, on ne dit pas trop fort non plus, ce sont des copains, mais enfin quand même un peu. Les pêcheurs, parce que les pêcheurs, déjà, s'ils s'entendaient entre eux. Il y a les seuses, comme on dit chez nous, qui sont pour le saumon, les seuses qui sont pour les carnassiers, et les seuses qui sont pour la carpe. Eh ben, je vous dis, comme ils étaient tous les trois dans le même bocal, il n'y a plus de flotte. Hein. C'est une catastrophe. Bon, ça c'est dit aussi. Il fallait bien. Alors, donc, pour nous tirer de tout ça, on est revenu à des choses simples. On s'est dit, il faut qu'on fasse une étude socio-économique. Parce que, en fin de compte, on peut tous avoir de belles idées, on peut tous défendre notre bout de gras, mais il faudra bien qu'on arrive à un consensus. Et le mieux, c'est d'aller chercher un cabinet extérieur qui soit pas con. Ça aussi, il faut chercher. Et, enfin, on trouve, mais il coûte très très cher celui-là. Mais on a trouvé, hein. Et puis, bon, on analyse tout ça, puis on essaie, là, en fin de compte, comme je vous dis tout à l'heure, à trouver un consensus où, eh bien, ma foi, oui, les pêcheurs, les artisans, les commerçants, les industriels, les villes, les rejets de stations, enfin, on trouve l'endroit où on doit tous travailler, et puis non plus ne pas tomber dans des intégrismes zozo qui bloquent tout. On ne fera pas tout en une année, en 2 ans, mais si on peut déjà conforter très sensiblement de grandes orientations, on fait des progrès. Entre parenthèses, quand on a commencé le sage de la Cellune, moi je l'ai vu avec mes prises d'eau qu'on voit régulièrement et vérifiées par la DAS, donc comme pour vous tous régulièrement, on était à plus de 52 mg de nitrate. Hein. On est à moins de 28 aujourd'hui. Et le sage n'est signé que de 2007. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu 2007 pour faire des actions. Les paysans n'ont pas attendu 2007 pour revoir leur truc. On était en zone d'excédent structurel sur tout le secteur, tout le bassin versant. Tout le bassin était en ZES. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus un jeune qui pouvait s'installer, il n'y a plus rien du tout. On est en plein milieu laitier, en plein milieu hors sol. C'est le cochon, c'est la volaille, c'est le lait, c'est tout. On a transformé nos prairies, qui étaient à 80% de la prairie chez nous, 20% de culture, tête à queue. 80% de culture, 20% de prairie. On a transformé, comme il n'y avait pas de vraie stratégie de recouvrement à une certaine époque, nos terres étaient devenues des toiles cirées et hop, ça allait tout de suite au ruisseau. Et quand on parlait tout à l'heure de 3 jours pour aller à la rivière centrale par rapport au RIA et que 3 heures maintenant, l'explication elle est essentiellement là, avec les remembrements que nous avons bien connus aussi. Bon, enfin bon, tout ça, je le dis aussi, à force de concertation, à force de discussion, à force de travail, à force de mise en évidence devant les choses, le monde agricole l'a compris avant que les oiseaux élus, et ô combien élus, depuis 34 ans, qui croient tout connaître, puisqu'ils sont élus depuis 34 ans, savent tout. Eh bien, on s'aperçoit que ceux qui sont concernés, les agriculteurs dans le cas de figure, ont compris beaucoup mieux que l'élu et ont pris le taureau, si j'ose dire, par les cornes, et sont arrivés à faire des progrès extraordinaires en 3 ou 4 ans. Il y en a encore beaucoup à faire. Voilà. Alors, nous avons bien sûr aussi
fait toute une approche autour du tourisme et du paysage. Et puis, bien, c'est vrai que dès 2004, on nous a remis un peu les pendules à l'heure en disant de revenir à l'environnement avec la fameuse directive cadre européenne, la DCE. C'est un gros mot, il ne faut pas dire DCE. Mais oui, ah bon, d'accord. Il m'avait dit qu'il me ferait signe sur 5. Bon, alors, je vais où, là? Montre-moi ça. Oui, alors, si, il y a un truc... Ah, si, il y a un truc. 2013, il y a une vidange. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une vidange comme chez nous. Hein. 1993, j'étais donc déjà élu, depuis 1437, vous le savez. 1993, vidange des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit. Un Tchernobyl de la biodiversité. Qui c'est qui rigole comme ça? La petite fille, t'étais pas née. Du pied du barrage jusqu'à l'autre bout de la baie, à Cancale, tout était foutu. Les parcs à huîtres de Cancale avaient à peu près 4 cm de métaux lourds sur le dos. Et je parle sous couvert de mon ami Nicolas Forêt, qui a bien connu. Oh, tu n'étais pas arrivé encore là. Tu es arrivé après. De toute façon, encore un qui n'était pas né. Mais, non, mais nous avons connu ça. Ça a été franchement une catastrophe. Alors, je ne vous parle pas des frayères, des machins. On savait, du frayère, c'était quoi ça? Il y avait eau comme ça de merde partout. On virait vraiment nuitamment, pour ne pas que les gens s'en rendent compte, les paquets de boue, parce que dans la journée, ça faisait pas chic. Et ça a été une catastrophe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, 10 ans après, puisque c'est obligatoire, on n'a pas refait la vidange. EDF avait eu l'accord de faire des visites par vidéo, caméra sous-marine, machin, etc. Bon, tout allait bien, pareil. Cela dit, là, en 2013, c'est une obligation de la faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 ans de plus de sédiments, on va avoir 20 ans de plus de sédiments. Et qu'on ne sait toujours pas quelle méthode on va employer pour ces vidanges. Or, si on ne me donne pas une nouvelle méthode, je pense que l'ancienne va exister. Et ça, c'est catastrophique. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est insupportable. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà. Donc, bien sûr, c'est là que nous avons dit, puisque cette vidange était obligatoire, de savoir si on ne pourrait pas envisager, puisqu'on ne trouve pas à remettre en place la libre circulation, se remettre en accord avec la DCE, les lois sur l'eau, le Grenelle de l'environnement que j'ai sauté allègrement, mais bon, peut-être que j'ai sauté parce qu'il était intéressant qu'il l'ait moins aujourd'hui. Mais bon, toujours est-il qu'il faut absolument que nous trouvions cette solution pour être en adéquation avec les textes de loi. Il faut absolument, du coup, en 2013, que ce soit la date limite à laquelle on fasse l'arasement de ces barrages, si on veut que ça se passe dans des conditions meilleures que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, puisque là, on n'est pas contraint de remettre en eau dans les 3 mois qui vont suivre la période d'étiage. Ça peut attendre 1 an, voire 2 ans. Ce qui fait que le deuxième barrage pourra servir déjà de bassin de décantation au premier, avec ce qu'il faudra faire comme travaux pour éviter de voir ce qu'on appelle très officiellement le culot merdeux, c'est-à-dire la masse de bouillasse qui reste à la fin, qui emmène toutes ces saloperies. On pourra la récolter en dessous. Bon, alors après, le petit barrage, pourquoi pas par des méthodes plus modernes, on ne pourra pas pomper tout ça pour les emmener dans des centres d'enfouissement spécifiques. Voilà. Ah, c'est ça. Alors, bon, c'est quoi ça? Ils voient ça. Alors, oui, bon, voilà, je l'ai dit. Ah, c'est en 2009. Alors, mes copains, en 2009, ça traînait. Le préfet aurait dû, en 2007, prendre sa décision sur le renouvellement de la concession. J'ai oublié de vous dire ça. Alors qu'il a signé le SAGE, où dedans, c'était prévu, parce qu'il nous l'avait demandé, bon, voilà, pas fortement, mais il nous l'avait demandé, l'État. Donc, quand même, aller dans ce sens-là. Bon, et puis, nous, on était d'accord, ça a été voté, pas à l'unanimité, hein, mais à une grosse majorité, en prenant en considération les tenants et les aboutissants. Bon, je résume, pour une fois. Voilà, le préfet signe le SAGE, mais au problème, ne parle pas du tout de renouvellement de concession, et dans ces cas-là, c'est renouvelé tacitement pour l'année, pour 2 ans, le temps que l'État ne dise rien. Donc, ce qui fait que depuis 2007, tout est annoncé comme quoi on supprimait les retenues d'eau, et rien n'était fait pour.
Alors là, se sont réveillés quelques amis des barrages, mes amis, et dedans j'ai des vrais amis en plus, ceux qui veulent me foutre quand même dans le lac, et qui ont monté une association de défense et de maintien de ces barrages, et qui a un peu défrayé la chronique. Bien sûr, avant certaines élections régionales, machin, donc tous les élus ont été sollicités. Tous courageux ont dit bien sûr qu'ils allaient soutenir ces gens-là, parce qu'ils étaient 250, alors bon, c'est normal que ça rapporte des voix. Tous des amis politiques, et là je vous le dis, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, ça c'est sûr, ça c'est certain, hein. Ça c'est sûr. Et voilà, et le 14 novembre 2009, bien ma foi, là on a eu notre championne du monde de karaté qui a annoncé courageusement, à 140 km du lieu, à Lisieux, chez Sœur Thérèse, qu'ils allaient arraser les barrages. Voilà. Alors nous, on a appris ça par la presse le lendemain. Véridique. Si je me permets de le dire publiquement comme ça, c'est que c'est la vérité. Il n'en est pas moins vrai que Chantal Joanneau, dans sa publication, certifie bien que cet arasement doit être exemplaire en termes environnementaux, mais aussi en termes de développement durable. Et vous en parliez tout à l'heure en disant qu'il y a bien sûr l'aspect environnemental nécessaire, obligatoire, mais il ne doit pas être plus important que l'aspect économique, que l'aspect social généré par cet arasement. Voilà. Alors, c'est autour de ça donc que nous avons repris le projet, puisque maintenant on avait une ligne directrice. Et quand je dis qu'on a repris le projet, eh bien c'est le préfet qui a été nommé par le ministère pour être le Herbert von Karajan du projet. Et ce projet fait appel avant toute chose, bien sûr, à beaucoup d'études qui, pour une grande partie, ont été faites, mais vous savez comment c'est, on refait les études, c'est normal. Parce que ce qui se passait il y a 5 ans, c'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui. Je suis peut-être un peu exagéré aussi au prix des études. Enfin bon, c'est comme ça. Et là, le principe, malgré tout, du préfet, après lui avoir soufflé dans les oreilles, non pas dans les bronches encore, qu'il serait souhaitable qu'il garde une même stratégie que celle que nous avions employée dans la méthodologie qu'on a mis en place avec la commission locale de l'eau, à savoir de faire participer les citoyens au projet, a mis en place donc une équipe de projet raccourcie, avec 3 élus très proches des barrages, son équipe à lui de la DDTM, l'agence de l'eau, et donc EDF, qui est concerné complètement. Et cette petite équipe qui doit lancer un petit peu l'étude et tout, doit en référer à un comité de pilotage politique qui est décisionnel dans cette affaire, où, comme vous le voyez, bon, il y a donc tous les élus riverains, les parlementaires, la région, le département, l'ONEMA, les sages, il y a du monde. Mais c'est nécessaire. Enfin, comme là encore, on souhaite que ça soit pris par toute la population, on a souhaité que le préfet, qui a accepté, mette un comité local d'information, où là on élargit encore aux ONG, ils y sont venus, aux ONG, aux chambres consulaires et aux citoyens tout simplement. Et quand je dis tout simplement, ça n'est pas péjoratif, à celui qui est intéressé et qui vient. Voilà. Alors voilà où on en est aujourd'hui entre la décision de l'arasement et la mise en action. Mais la mise en action, vous voyez qu'elle n'est pas encore pour demain. Il y a encore beaucoup de boulot. Je pense que ça va se faire. De toute manière, c'était pour avoir été là encore au Congrès des maires, avoir rencontré les gens d'EDF, l'ONEMA à ce sujet-là. Bon, je crois que et le ministère, je crois que tout est bouclé, tout est calé. Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Il n'y a pas non plus à faire du rentre-dedans et de gérer ça à la hussarde. Comme je le disais, je crois qu'il faut très clairement faire participer tout le monde. Tous les barrages ne seront pas arasés. Je crois qu'il faut qu'aux intégristes, je le dise, ils ont tort s'ils le pensent. Beaucoup de barrages ont leur raison d'être.
Le nôtre, bon, tout confondu, c'est l'éclairement d'une petite ville comme Avranches qui a 8000 habitants. Hein. Bon, c'est important, c'est de l'énergie de pointe, vous savez, là on appuie sur un bouton, ça marche. C'est une énergie de pointe extrêmement importante quand même, qui est nécessaire. Les énergies nucléaires, c'est lourd, il faut du temps pour lancer la mécanique et des fois pour remettre sur une boucle un coup de booster à un moment où il fait très froid ou autre chose comme ça, bing, on appuie, l'eau, c'est immédiat. Le vent, il en faut, le soleil, il en faut, mais l'eau, c'est immédiat. Et c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant que cette énergie hydroélectrique soit écartée. Mais en même temps, bon, bah voilà, hein, les problèmes de libre circulation, les problèmes d'eau potable, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on fasse très attention à mettre toujours la libre circulation du saumon par rapport aux intérêts de l'homme, puisque le grand reproche de nos opposants, c'est de dire, c'est ça, monsieur Toury, vous avez fait le choix, vous préférez le saumon à l'homme. C'est résumé, c'est caricaturé, c'est populiste, ça marche très bien, ça fonctionne, ça plaît aux gens. Mais c'est peut-être un peu de notre faute aussi en termes de communication, parce que c'est pas que ça. Il y a ça, mais il y a aussi tout le reste. Il y a la qualité de l'eau, je le répète. On est, nous, comme beaucoup de nos collègues dans l'ouest de la France, sur le massif armoricain, donc sur une géologie granitique qui n'a pas vraiment de nappe phréatique, qui a des poches d'eau souterraine, mais vraiment pas de nappe phréatique, et qu'on fait appel beaucoup aux eaux de ruissellement, et que ces rivières sont la source fondamentale de nos prises d'eau brute pour pouvoir alimenter les populations et les animaux d'ailleurs avec aussi, hein, et nos industries. Quand on parle aujourd'hui d'industrie agroalimentaire, ce qui nous reste à peu près en France à fonctionner, la traçabilité des produits qui participent de la fabrication, et entre autres de l'eau qui sert énormément dans notre agroalimentaire au niveau de tous les laitages, etc., les lavages de citernes, tout, c'est des millions de mètres cubes d'eau. Si nous n'avons pas une eau... Composition des boissons, etc. Composition des boissons. Si nous n'avons pas une eau à grande traçabilité et qualitative, notre dernière industrie créatrice de richesse et vraiment d'emploi chez nous disparaîtra. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. Alors vous voyez que ce n'est pas simple. Il ne faut pas non plus pleurer. Il ne faut pas non plus que rire. Hein. Mais s'il faut se prendre au sérieux, il faut toujours se prendre au sérieux, c'est tout. Voilà. Merci pour la transition, monsieur Toury.